Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison de la Tribune TVHR. J'ai une bonne nouvelle pour les assidus de l'émission parce qu'à compter de cette semaine, nous tombons en formule de 4 émissions par semaine, donc du mardi au vendredi à compter de 17 heures. Et comme premier sujet pour 2026, on va parler du secteur de la défense. Parce que le gouvernement Carney veut investir davantage dans ce secteur et Saint-Jean-sur-Richelieu veut avoir sa part du gâteau. D'ailleurs, NextDev travaille assidûment pour justement que Saint-Jean-sur-Richelieu obtienne évidemment plus de subventions de la part du gouvernement fédéral là-dessus. Et pour nous en parler, j'ai l'honneur de recevoir M. Étienne Lamoureux, qui est le directeur général de Maroichy, qui est situé sur le boulevard Pierre-Caisse, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est impliqué dans le secteur de la défense. M. Lamoureux, bonjour. Bonjour Mario, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. D'ailleurs, on va parler de ce que vous fabriquez à votre entreprise là, en deuxième partie d'émission. Mais je veux d'abord, parce que vous êtes un acteur important du secteur de la défense à Saint-Jean-sur-Richelieu, peut-être nous mentionner pourquoi c'est si important que Saint-Jean-sur-Richelieu se positionne dans ce secteur-là pour les prochains mois, les prochaines années. D'abord, on a un milieu assez particulier à Saint-Jean. Au Québec, on est assez ciblé quand même sur le domaine militaire. Oui, il y a la base, évidemment, il y a le collège militaire, mais il y a quand même un cercle d'industriels qui se trouve ici à Saint-Jean, qui peuvent collaborer ensemble. Et c'est Saint-Jean, évidemment, c'est important pour l'économie locale, mais l'économie de la province aussi, puis évidemment au niveau fédéral. Oui, parce qu'il faut souligner, je pense qu'il y a une vingtaine d'entreprises là, qui travaillent dans ce secteur de la défense, donc ça fait vivre quand même, ça embauche plusieurs travailleurs, et exact. Puis on est quand même là, important dans ce secteur-là, là, pas seulement en Montérégie, mais à travers le Québec aussi. Oui, au travers le Québec, évidemment, il y a d'autres industries au niveau de l'aérospatiale à Montréal, par exemple, mais à Saint-Jean, il y a vraiment un cercle d'industrie qui est orienté sur la défense et ça crée des emplois aussi indirects, évidemment, là, au niveau de la sous-traitance, etc. Exactement. Donc, je le mentionnais en début d'entrevue, donc le gouvernement Carney, en fait, le premier ministre est engagé à investir plus d'argent en défense. On veut en fait là, atteindre la cible du 2 du PIB, là, oui. Ce qui n'est pas fait actuellement. Mais est-ce que vous croyez que Ottawa va pouvoir, mettre de l'argent pour aller jusqu'au 2 et est-ce que Saint-Jean a de bonnes chances d'obtenir sa part du gâteau? Pour la première partie de la question, oui. Très positif que le gouvernement fédéral va réussir à investir ou à mettre l'argent, le budget en place pour le 2 En fait, le 2 est promis pour d'ici la fin de l'année fiscale, qui arrive très, très bientôt quand même. Oui. On va le voir dans les actions concrètes si ça se réalise réalistiquement. On parle du mois de mars, là, je pense. On parle du mois de mars, exactement. Fin mars. Mais il parle aussi d'augmenter pour les prochaines années ce budget fédéral-là. Donc, il pourrait aller jusqu'à 2-3 ou plus du PIB, ce qui est quand même non négligeable. Est-ce que le gouvernement Carney est capable de le faire? Je crois que les pressions géopolitiques actuelles vont créer ce phénomène-là. Puis le gouvernement, on a entendu plusieurs annonces qui proposent des alternatives, des initiatives pour arriver à ces chiffres-là, ces moyens-là. Parce que là, il y a le gouvernement Trump là, qui veut développer, en fait, essayer d'exploiter le nord, du Canada. Le Groenland n'est quand même pas loin du Canada non plus. Donc, j'imagine que Ottawa devra réagir à tout ça. Là. Exactement, que ce soit des raisons de pression ou simplement de montrer qu'on est capable aussi au Canada d'investir dans le domaine de la défense. Et évidemment, il faut se protéger pour toutes les menaces qui pourraient y arriver également. Donc, Saint-Jean-sur-Richelieu est donc bien positionné là, pour avoir sa part du gâteau là-dedans. Là. Oui, justement, du fait qu'on a quand même un groupe d'entreprises qui permettent de rehausser l'innovation, rehausser les initiatives. Le gouvernement fédéral serait tout porté à venir travailler avec nous à Saint-Jean. Oui, parce que vous travaillez de concert aussi avec d'autres entrepreneurs. Je sais que pour certains produits, vous travaillez avec Logistique, je pense, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Exactement. On parlait de Maroichy tantôt, mais on développe aussi d'autres produits. Donc, on travaille exactement avec Logistique Unicor, entre autres, pour développer des équipements qui sont présentement à être distribués, à être vendus aux Forces armées canadiennes. Bon. Et si jamais Ottawa investit plus d'argent, est-ce que ça aura des répercussions sur Maroichy? Définitivement. Maintenant, il faut le voir comment, mais on perçoit vraiment une intention d'acheter des produits canadiens et des produits d'innovation aussi au niveau du Canada, que ce soit des exosquelettes comme on voit ici ou tout autre
tout autre service qu'on pourrait rendre aux Forces armées canadiennes. Parce que c'est un peu l'inconnu là-dedans. Oui, c'est beau investir le 2 du budget, mais encore faut-il qu'on sache un peu l'enveloppe pour le contenu canadien là, qu'on voudrait accorder. Oui, aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, il n'y a pas nécessairement de moyens définis ou de valeurs, des objectifs à atteindre. Du moins, ils n'ont pas été publiés encore. Ouais. Seulement, on a entendu beaucoup d'intentions. J'ai assisté dernièrement à une conférence avec la ministre Joly qui parle de trouver d'autres moyens pour rehausser le contenu canadien, que ce soit l'octroi de contrats directement des entreprises canadiennes ou de promouvoir le contenu canadien au sein de contrats qui seraient peut-être donnés à l'international. Bon, parce que votre entreprise, évidemment, là, je pense que la grosse partie de votre chiffre d'affaires, c'est avec la Défense nationale. Non, c'est pas une grande partie du chiffre d'affaires, non. En fait, évidemment, on a nos produits aussi pour le domaine civil, qu'on parlera tantôt. On offre quand même des services qui vont ultimement aller pour la Défense nationale. Nous, on offre nos services de conception de nouveaux produits au sein de logistique et autres entreprises qui vont ultimement avoir une répercussion et une livraison au niveau des forces canadiennes. Donc, en fait, la Défense nationale, la somme qu'on pourrait ajouter, donc, aiderait en fait votre entreprise là, davantage. Totalement, parce qu'on a, que ce soit dans nos produits ou que ce soit dans nos services, on va bénéficier de cette augmentation-là ou changement de priorité, disons-le. Parlons-en de vos produits, justement. Vous nous avez amené ceci, c'est l'exosquelette que vous fabriquez, qui est assez particulier. On va voir d'ailleurs des images visuelles, mais expliquez-nous ce que c'est exactement. Oui, en fait, Mawashi, à la base, est un créateur de dispositifs d'assistance de toutes sortes, portés par le corps humain. On a ici l'exosquelette Uplift Light, qu'on appelle, qui est plus léger, qui sert à assister les muscles dorsaux principalement. Pour les travailleurs de tout acabit, là, des travailleurs de manutention ou dans l'industriel ou dans la construction, par exemple. Donc, les gens qui ont à se pencher de façon répétitive ou à porter des charges relativement lourdes, l'exosquelette va les aider au niveau des muscles dorsaux principalement pour diminuer la charge, diminuer la fatigue. Donc, éventuellement, diminuer les risques de blessures. Bon. Comment c'est venu l'idée, justement, de faire ça? En fait, on a commencé il y a près de 10 ans, il y a 10 ans, presque aujourd'hui, à développer des exosquelettes. On avait commencé initialement avec les forces armées américaines, les forces spéciales, pour un exosquelette qui n'a rien à voir avec celui-ci, évidemment, pour assister ou porter moins de charge sur le soldat. Et on a toujours cette branche-là aussi dans nos produits. Et avec le temps, on a développé, on a vu les besoins dans le domaine des travailleurs, dans le domaine civil aussi, pour arriver avec un exosquelette comme celui-ci. Bon, lorsqu'on s'est parlé avant l'entrevue, vous me disiez que, entre autres, la SAQ utilise ce genre de matériel. Hein? Oui, exact. On travaille avec les SAQ qui ont dans leur centre de distribution, qui font les palettes, en fait, pour distribuer aux succursales. Ils ont une trentaine d'exosquelettes comme celui-ci qui permettent d'alléger le fardeau des travailleurs. On travaille d'ailleurs aussi avec Logistique Unicor qui ont de nos exosquelettes dans leurs entrepôts. On a fait des travaux avec DIC, Chimitronic ici à Saint-Jean, ABB, la ville de Saint-Jean. Donc, on travaille avec différents industriels. Ça peut être dans le domaine de la construction, quand je mentionnais aussi. Hein. Est-ce que c'est votre principal produit, ça? Oui, présentement, c'est notre principal produit qu'on livre. On a près de 300 unités maintenant depuis un an là, de mise en service. Qu'est-ce que vous faites d'autre aussi, l'entreprise? Bien, je mentionnais tantôt, on a notre exosquelette militaire. Ça porte bien sur la défense. On travaille principalement aujourd'hui avec un groupe en France, qui est un groupe d'intervention, qui est un exosquelette pour port de charge cette fois-ci. Vous pourriez montrer des images également qui permettent d'alléger le fardeau c'est un peu comme des soldats, c'est des groupes d'intervention pour porter plus d'armure contre la protection balistique. Donc, c'est des travaux qu'on fait présentement avec ce groupe d'intervention-là qui s'appelle le GIGN. Ouais. Vous êtes impliqué depuis plusieurs années dans ce secteur-là, parce qu'avant, vous étiez chez Rheinmetall, je pense. Oui, personnellement, oui. Oui, c'est ça. Donc, vous connaissez très bien ce secteur-là. Mais comment c'est né l'entreprise exactement? L'entreprise est née en 2003. On a créé initialement des produits pour les forces de l'ordre. Donc, pour la protection des forces de l'ordre, autant au niveau des protections anti-émeute, donc l'espèce d'armure, si je peux dire, que les policiers portent pour l'anti-émeute,
Et aussi pour le combat corps à corps, pas le combat face à quelqu'un, mais par rapport à l'entraînement. Donc, on a développé des tenues pour la protection des policiers à l'entraînement. Et de fil en aiguille, on a développé d'autres types de produits, puis on en est venu aujourd'hui avec les exosquelettes. Bon. Comment se situe l'entreprise, là? Est-ce qu'elle est en pleine expansion? Est-ce que vous souhaitez, est-ce qu'il y a des plans d'avenir pour l'entreprise pour les prochaines années? Définitivement. L'exosquelette Uplift est notre fer de lance dans le domaine. Donc, oui, on est en croissance pour la vente, la distribution de nos Uplift. On a à l'international plusieurs distributeurs aujourd'hui qui distribuent nos produits. Bon. Vous employez combien de personnes? 24 personnes exactement. OK. Pour venir au secteur de la défense, donc, on le mentionnait en début d'entrevue, vous êtes donc très optimiste de voir que Saint-Jean-sur-Richelieu pourra se développer davantage et que vous en tirerez profit au cours des prochaines semaines. Tout à fait. Tous les indicateurs nous démontrent qu'il y a une très grande volonté du gouvernement fédéral, puis NextDev appuie énormément les entreprises de la région ici pour permettre... Vous avez eu des discussions avec NextDev? Beaucoup de discussions. Oui, on a des discussions à de nombreuses reprises pour divers projets qu'on veut mettre en place. Bon. Bien, Monsieur Lamoureux, merci beaucoup. On va souhaiter d'ailleurs que Ottawa nous écoute et qu'on obtienne notre part du gâteau là-dedans, parce que c'est un secteur très important pour Saint-Jean-sur-Richelieu et pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une pause et on revient tout de suite après. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et Lisanne Richard. À Lisanne, pour la première de Sport Express, 2 belles rencontres. Ah, vraiment, Marie-Claude Lapointe et Joanne Legrand, une superbe émission. Ah, vraiment. Manquez pas ça. Je pense que c'est les montagnes russes. C'était le plus grave, c'était mon traumatisme crânien. Là. Tu passes 30 jours dans le coma, là. Tu sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Lui dire que je suis là, que je suis avec lui. Excusez, j'ai envie des émotions. Puis c'est ça, fait que... Ça, c'est très récent que je suis capable de dire « je m'aime, moi », là. On vient de voir un extrait du documentaire Impact, la reconstruction après un traumatisme crânio-cérébral, dont le documentaire sera disponible en fait sur YouTube à compter du 15 janvier. Et pour nous en parler, on a Mme Roxane Gendron, qui est coordonnatrice des services de l'Association des traumatismes crâniens de la Montérégie. Mme Gendron, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un très beau documentaire. On en apprend beaucoup. Donc, on vient de présenter un extrait de la bande-annonce. Qu'est-ce que les gens vont découvrir dans ce documentaire-là? Je pense que ce qu'il faut retenir là, majoritairement du documentaire, c'est des humains derrière des lettres. Le TCC, c'est 3 lettres, le traumatisme crânio-cérébral, mais le documentaire met en lumière des personnes qui vivent avec cette réalité-là, qui vivent avec des séquelles au quotidien et leurs proches, donc qui ont vu tout leur quotidien changer en l'espace d'un instant, puis qui travaillent jour après jour à s'adapter, à essayer d'améliorer leurs conditions, puis vivre du mieux qu'ils peuvent. Ouais. Parlez-nous justement de ce que c'est le TCC, là, les gens qui sont victimes de ça. C'est quoi exactement? Le TCC, c'est une lésion au cerveau qui a lieu suite à un coup à la tête, au cou en général. C'est aussi simple, là, il fait pas beau aujourd'hui, c'est aussi simple que quelqu'un qui chute sur la glace puis qui se cogne la tête par terre. On en parle très peu aussi, mais les victimes de violences conjugales peuvent être victimes de traumatisme crânio-cérébral. On en entend parler dans les sports, accidents de travail. Donc, il y a toutes sortes de contextes qui peuvent mener au TCC. Puis ensuite de ça, bien, dépendamment d'où a lieu la lésion dans le cerveau,
il y a plein de séquelles différentes qui peuvent apparaître chez la personne. Oui, dans le documentaire, d'ailleurs, je pense que les personnes ont été victimes de différentes sortes de TCC, justement. Donc, ils peuvent témoigner de ce qu'ils vivent. Et surtout, ce qu'on voit dans le documentaire, c'est la façon dont ils ont appris à réapprendre à vivre, dans le fond, après ce traumatisme-là. C'est remarquable ce que les gens-là ont pu, après ça, faire par la suite. Exact. Bien, les personnes qui vivent un traumatisme crânien vont souvent se ramasser en réadaptation très rapidement. La réadaptation, ça dure quelques semaines, quelques mois s'ils sont chanceux. Après ça, la balle est dans leur camp. Ils ont un gros travail de reconstruction, retrouver des outils, des stratégies pour pallier à leurs difficultés parce que les cellules sont mortes dans le cerveau. Donc, il faut trouver d'autres moyens d'arriver à nos fins puis d'assurer un quotidien d'être les plus fonctionnels possible. Oui, c'est ça. Il y a 4 histoires, en fait, qui sont présentées dans ce documentaire-là. Donc, on voit toute la résilience de ces personnes-là. Est-ce que vous savez d'où est venue l'idée là, de mettre ça en histoire, de faire un documentaire pour faire connaître la cause? Bien, en fait, le documentaire a été réfléchi pour souligner les 25 ans du regroupement Connexion TCC Québec. On voulait penser à une idée qui allait rejoindre beaucoup de personnes, toujours dans l'idée de sensibiliser le plus de population possible, le plus de clientèle possible. Puis on s'est dit qu'en mettant des histoires humaines, vraies, sensibles, c'était le meilleur moyen de mettre des images, mettre des mots à cette cause-là. Est-ce que vous avez eu la difficulté à faire témoigner ces gens-là dans le documentaire? Ça dépend qui, mais en général, là, nos personnes TCC, il y en a beaucoup qui veulent sensibiliser. Le TCC, c'est super commun, mais c'est très méconnu aussi. Puis c'est une des luttes que porte Connexion TCC et la TCCM où je travaille. Des personnes qui ont une commotion cérébrale, là, tout le monde en connaît. Il y en a partout, mais le TCC, c'est une commotion cérébrale. Donc, il y en a partout. Il y en a plusieurs qui veulent parler de leur cause, qui veulent sensibiliser les autres. Je pense que ça peut être gênant, ils ne sont pas habitués. Par contre, c'est ça qui sert à avancer la cause. Puis après ça, bien, plus le nombre de personnes qui connaissent le TCC augmente, plus elles vont se sentir comprises en général là, par l'ensemble de la population. Bon. Le film, donc, je l'ai mentionné, sera disponible à compter du jeudi, là. Pourquoi les gens devraient voir ce documentaire-là, selon vous? Pour d'abord et avant tout connaître ce que c'est le TCC. On n'entre pas dans ce qui se passe dans le cerveau, mais on voit des histoires, des témoignages qui sont humains, qui sont réels, des personnes qui ont accepté d'ouvrir les portes de leur maison, les portes de leur sensibilité, de leur intimité. Je pense que c'est super touchant. Ça contribue à l'éducation aussi, là. Le TCC... c'est tellement variable, fait qu'on voit quand même 4 portraits très différents de personnes qui sont touchées par les séquelles d'un TCC. Ouais. Je pense qu'il y a 3 catégories de TCC là, que les personnes peuvent être atteintes, je pense. Il y a 3 gravités. 3 gravités, oui. Exact. Donc, TCC léger, qu'on appelle souvent commotion cérébrale, là, qui n'est pas le bon terme médicalement parlant, mais grosso modo, commotion cérébrale, TCC léger. Un TCC léger, c'est une personne qui va avoir un choc à la tête, mais qui, normalement, en prenant les précautions nécessaires, dans les 30 jours, va se remettre complètement. Donc, petit accident de travail, par exemple, anodin, mais qui n'a pas des très grosses incidences, puis dans les jours qui suivent, tout revient à la normale. TCC modéré et TCC grave, ce sont des TCC qui vont laisser des marques à vie. Donc, la région qui est touchée dans le cerveau est trop vaste pour que le cerveau puisse reprendre le dessus, ce qui fait en sorte que ces personnes-là vont vivre toutes sortes de séquelles cognitives, motrices, difficultés de langage, difficultés avec la mémoire, tout ça peut être vu. Bon. Il ne faut pas minimiser ce genre de choses-là. Je pense que les gens, sur le coup, peuvent recevoir un coup, dire « Oh non, non, je vais être correct. » Mais est-ce qu'il y a des signes? Qu'est-ce que les gens doivent faire? Parce que c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Là, on va utiliser le mot commotion cérébrale parce que c'est ce que les gens connaissent, mais c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Oui, c'est très fréquent. Puis c'est bien que vous posez la question parce que c'est une erreur très fréquente de se dire « Ah, je viens de me cogner la tête. Ah, j'ai vomi un peu. Bah, je vais aller me reposer puis ça va passer. » En théorie, si c'est vraiment un TCC léger, oui, ça va passer. Par contre, si je fais un TCC léger à 12 ans, que j'en refais un à 20 ans, puis un à 32 ans, ça se peut qu'à un moment donné, le cerveau
sois pas capable de reprendre. Puis si j'ai jamais consulté de médecin par rapport à cette problématique-là, j'ai pas de diagnostic, puis après ça, rentrer dans une association ou avoir de l'aide de professionnels de la santé quand on s'est pas fait diagnostiquer, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est super important de consulter rapidement un médecin. Suite à un choc à la tête, là, c'est pas normal d'être très fatigué, c'est pas normal de vomir, c'est pas normal d'avoir des maux de tête qui persistent. Tout ça, ça peut être des signes de traumatisme crânio-cérébral, puis c'est important d'aller consulter un professionnel de la santé pour avoir l'heure juste. Puis est-ce que les gens qui, par exemple, si je voyais quelqu'un, par exemple, est-ce qu'il y a des signes qui pourraient me permettre de croire que cette personne-là a un TCC? Je ne sais pas si vous comprenez le sens de la question, mais il peut y avoir des signes visibles et dire à cette personne-là, bien là, moi, je pense que tu as eu une commotion cérébrale ou quelque chose comme ça. Bien, je viens d'en nommer quelques-uns. Il y a comme deux choses à distinguer. Les signes qui sont des symptômes du TCC, là, je les ai nommés tantôt. Oui. Maux de tête, maux de cœur, vomissements, perte de conscience. Mais ça, la personne... Moi, par exemple, je ne pourrais pas vous dire si vous avez mal à la tête, si vous vomissez aux 15 minutes. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que que je pourrais voir qui me porterait à croire que vous avez un TCC? Oui, quelqu'un pourrait... on s'entend que tout ça, c'est si c'est pas habituel à la personne. Oui, exact. Une personne qui s'exprime super bien, puis du jour au lendemain commence à chercher ses mots, suite à un choc à la tête, c'est super inquiétant, c'est pas normal. Quelqu'un qui aurait des petits troubles de mémoire, on s'en rend pas nécessairement compte, puis on fait pas toujours le lien. Il y a tellement de choses qui se passent dans nos vies au quotidien que si je me suis cogné la tête, mais que j'avais l'impression que ça allait, ça ne me sonnera pas l'alarme. Par contre, si c'est moi le proche, puis je me rends compte que, exemple, mon conjoint s'est cogné la tête hier, puis que je le sens confus, je sens qu'il y a de la difficulté à bien suivre les discussions, peut-être qu'il y a de la sensibilité à la lumière, puis que lui, ça ne rendra pas compte. Puis moi, je vais dire, là, tu as gardé tes lunettes de soleil, normalement, tu les aurais enlevées, là, on est rentré en dedans. Ça, c'est des signes qui peuvent alerter même les proches des personnes qui pourraient avoir fait un TCC. Bon, donc, si on remarque ce genre de choses-là, l'Association des traumatismes crâniens de la Montérégie offre des services pour les gens qui en sont atteints. Peut-être nous parler un peu de l'organisme en tant que tel et ce que vous offrez à la population. Oui, donc je travaille pour la TCCM, c'est l'Association des traumatisés crânio-cérébraux de la Montérégie. On vient en aide à une clientèle qui a fait un TCC, un AVC aussi, certaines autres lésions cérébrales et les proches, qui sont quand même une grande part de notre organisme. On a 4 volets. Volet sensibilisation, éducation, c'est un peu ce que je suis en train de faire, c'est de sensibiliser le plus de personnes qu'on peut à la cause du TCC et de la proche aidance. Le volet soutien psychosocial, c'est de s'asseoir un à un la plupart du temps avec les personnes qui ont fait un TCC puis de les aider à se réorganiser. Bien là, tu as des troubles de mémoire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne peut pas améliorer ta mémoire. Par contre, on peut mettre en place toutes sortes de stratégies pour que ce soit plus facile. Difficulté à s'organiser, fatigabilité. Nos personnes TCC sont souvent fatiguées très rapidement. Ça va beaucoup influencer leur quotidien, leur vie sociale. Comment est-ce qu'on pallie à ça? Comment on fait pour que notre vie, on la vive du mieux qu'on peut? Ensuite de ça, volet maintien des acquis. Nos personnes TCC vont avoir, pour la plupart, fréquenté des services de réadaptation où elles vont avoir récupéré quand même beaucoup d'acquis. Nous, on est là, on arrive après pour les aider à maintenir tout ça. On crée des occasions pour nos personnes TCC et les proches là, de socialiser, d'échanger entre elles, de bouger, de faire de l'art, d'être créatifs. Donc, on leur offre toutes sortes de possibilités là, qu'elles n'auraient pas si elles restaient chez elles à la maison pour continuer à se développer sans nécessairement que ce soit le cerveau qui se développe. Ensuite de ça, le dernier volet, c'est notre volet répit et hébergement. À Belleuil, on a une maison d'hébergement. Donc, c'est des personnes qui ont vécu un traumatisme crânien ou une autre lésion cérébrale qui vont vivre là de façon permanente. Elles ont un logement, là, elles signent un bail, elles ont accès à une aire commune, à un service de cafétéria. Donc, elles ont leur chez-soi qui est un studio individuel, mais ça vient avec les services des intervenantes là, qui gravitent autour d'eux. Donc, c'est des personnes qui ne pouvaient pas demeurer toutes seules chez elles, mais qui, là, peuvent trouver un entre-deux là, qui
En fait, leur permettre de se réhabiliter à la vie quotidienne, là, une espèce de transition, là, c'est ça? Bien, c'est même pas une transition, là. C'est vraiment à long terme. Donc, c'est des personnes qui pourraient pas aller revivre chez elles de façon permanente. Donc, elles vivent dans notre résidence. Par contre, on offre du répit en hébergement dans notre hébergement, qui est les hébergements Source Belle-Vie. La maison Martin-Matt de Belleuil. Donc, les personnes, les proches de l'association qui auraient besoin d'une journée de répit, d'une semaine, d'un mois, peuvent amener leur aidé à notre hébergement. L'aidé va avoir son studio pour la période demandée. Puis pendant ce temps-là, bien, nos proches peuvent souffler un peu, se consacrer à autre chose parce qu'on sait que les proches aidants passent pas mal leur quotidien à vivre deux vies parallèles, soit la leur et gérer celle de leur aidé. C'est ça. On parle de Belleuil, mais les gens, la population du Haut-Richelieu qui ont besoin de vos services, c'est par votre association qu'ils doivent passer pour avoir de l'aide et avoir de l'information pour justement aider ces gens-là. Exact. On couvre tout la Montérégie. Donc, les personnes qui veulent avoir du soutien. J'ai parlé de répit en hébergement, mais on offre du répit individuel aussi. Là, les personnes qui sont intéressées, autant personnes traumatisées crâniennes que les proches. Puis, si je suis un proche, je n'ai pas besoin que ma personne TCC soit membre de l'association pour avoir des services et vice-versa. Donc, les personnes rentrent, sont des individus à part entière, membres de l'association, peuvent venir pour avoir des services de soutien à activité, à répit. Tout ça est possible. Bon. Donc, le documentaire Impact de la reconstruction après un traumatisme crânio-cérébral sera présenté donc à compter du 15 janvier sur la chaîne YouTube. C'est très intéressant. Je vous suggère de le regarder parce que vous allez voir des témoignages intéressants. Puis on va comprendre aussi ce que ces personnes-là vivent dans le quotidien. Madame Gendron, merci infiniment de vous être déplacée. Et puis, on va inviter les gens, bien sûr, à visionner ce documentaire à compter de jeudi. Merci infiniment. Merci. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.